Attends un peu, j'ai ri de ma joke. Il est en mode delay. Il y a un delay chez Je pense que ça va être plus long qu'on pensait. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Jérémy Martineau, bienvenue au podcast du SECO. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Alitéa Ripoll à la co-animation. Et puis, on est chanceux, on a 4 des professeurs du laboratoire Forme-Onde du secteur de musique numérique de la Faculté de musique de l'Université de Montréal. J'ai avec moi Erin G, Pierre Michaud, Myriam Boucher et Nicolas Bernier. Allô tout le monde. Hello. Ça va bien? Oui. Bonjour! Yes! Donc, première question, lançons notre podcast. Alitéa, si tu veux y aller. Oui, déjà, je voulais dire que c'était la première fois que le SECO invitait des professeurs à un podcast. Et là. Ici, voilà. Quel honneur. C'est important aussi, quand même. Moi, je me disais avec Jérémy, quand il y a une création de quelque chose, comme le LFO, c'est souvent qu'on estime qu'il y a un manque quelque part. Puis je me disais, pour vous, c'était quoi les buts et objectifs du LFO à sa genèse, un petit peu? Vas-y, Nicolas. Yes. LFO, d'abord, il faut peut-être dire c'est quoi LFO. Tout le monde Ça ne veut sait pas, dire effectivement. Laboratoire Forme-Onde. Ouais. L'acronyme est venu en premier parce que LFO, c'est un mot cool qu'on utilise tout le monde, ou en tout cas beaucoup de gens. Low Frequency Oscillator. Oui, puis on l'a traduit en français par Laboratoire Forme-Onde, qui nous semblait une appellation assez ouverte. C'est un laboratoire collectif, si on veut. C'est comme un genre de méta-laboratoire. Puis dans le fond, avant de... Tu sais, on va parler d'affaires concrètes, j'imagine, à la conversation de ce qu'on fait. Mais avant toute chose, à mon avis, LFO, c'est une idée. Puis l'idée, c'est de rassembler des gens, puis de partager ce qu'on fait. T'sais. Donc, quand tu demandes c'est quoi le manque, c'est peut-être un peu ça. Disons qu'historiquement, puis vous vous dites si je me trompe ou si vous avez une autre vision de la chose. On est 4, hein, fait qu'on peut dire des choses, on peut penser des choses différentes. Vous êtes libre. Mais c'est ça la beauté, en fait, puis peut-être du LFO, justement. C'est mais, libre FO. Ouais, c'est ça. Liberté FO. Liberté FO. Mais disons conventionnellement, les profs, ils vont souvent faire leur propre groupe de recherche. On va continuer à avoir de toute façon tous nos propres projets avec les étudiants qui vont travailler avec nous. Mais là, on s'est dit, on va se mettre ensemble. Puis, c'est ça. Ça nous donne un lieu pour discuter, pour... Mais je me rappelle, je pense, de la genèse, parce que c'était même avant l'embauche de Myriam, Dominique Thibault, qui n'est pas ici, qui est aussi membre du laboratoire. Puis je me rappelle, en fait, d'une rencontre de travail, toi et moi, dans un café. Puis le but, en fait, je pense qu'il revient pas mal à ta discussion, c'est que c'était ça le constat. C'est qu'en fait, tous les profs qui font de la recherche ou de la recherche-création ont leur propre laboratoire, vraiment lié à leur intérêt de recherche, puis leurs étudiants de facto font partie du laboratoire. C'est un peu ça dans le secteur de musique numérique. Là, à l'époque, il y avait Robert et Jean, qui étaient vraiment... Robert Normando, Jean Piché, qui étaient vraiment 2 piliers de ce qui était vraiment le secteur de composition électroacoustique qui est devenu musique numérique avec tout le gros boom. Puis Nicolas et moi, on est à peu près embauchés pas mal les mêmes années, 2012-2013 pour Nicolas. Puis on se disait, ça serait vraiment le fun qu'il y ait un laboratoire qui unit, je dirais, l'ensemble des différentes disciplines qui sont représentées. Puis 2, qu'il n'y ait pas une espèce de hiérarchie. On se demandait est-ce qu'il va y avoir comme une direction qui va tourner. Puis là, c'est là qu'on avait déjà le co-directeur. Puis là, avec l'embauche de Myriam, Dominique, là, c'était 2. Puis on se demandait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il va y avoir une direction en rotation? Puis on a dit, non, on va tous être co-directeur, co-directrice, en fait, du laboratoire. Puis avec Erin, qui est la nouvelle venue, on continue, je dirais, dans cet esprit-là. Mais ça rejoint une question qu'on avait justement, c'est est-ce qu'il y a finalement une direction puis on s'était rendu compte que vous visiez un peu chacun, vous apportiez de l'eau au moulin à votre manière, avec votre personnalité, puis avec votre expérience. Puis aussi. les étudiants aussi. Alors, c'est ça, énormément. Les étudiants. C'est devenu une communauté voilà, aussi, c'est pas juste un laboratoire, c'est ça que je trouve qui est cool. Puis en même temps, si on regarde tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je trouve que c'est complètement à 180 degrés une espèce d'égocentrisme centré sur eux-mêmes. Là, on a vraiment une belle communauté, je pense. Puis d'autant plus qu'on occupe plus de lieux à la faculté de musique où est-ce qu'on peut vraiment l'avoir, cette belle communauté-là. Donc, non, c'est assez chouette.
Puis au niveau de la direction, c'est très organique, en fait. Puis dans le monde académique, il y a un peu cette volonté-là, je pense aussi de revenir à des formes d'organisation plus DIY, si on veut, qui sont plus proches, peut-être même du monde professionnel. Du monde professionnel, puis de comment les étudiants risquent d'évoluer dans leur vie après. Ouais. Fait qu'il y a comme, tu sais, c'est ça, nous autres, on gère ça un peu, tu sais, on n'a pas de gros budget, on fait ça à bout de bras, comme ça nous tente, avec les projets qui nous viennent en tête, on peut s'adapter, on peut... Puis selon les expertises, je dirais que tout le monde dans le laboratoire, je veux dire, Nicolas, pour tout ce qui est communication, marketing, tu as déjà un flair pour ça, je veux dire, pour le visuel, tu sais, c'est... Le site Internet, notamment, je crois. Pardon? Le site Internet, notamment, oui, entre autres, mais je veux dire, c'est beaucoup Nicolas pour ça. Si c'est l'organisation d'événements, de la production, en fait, tout le monde a comme un peu des... je sais pas, moi je fais un peu de lobbying du temps que j'étais vice-doyen. Ça fait partie un peu de qu'est-ce qu'on peut tous offrir, je dirais, pour le laboratoire. Il y a du travail visible, il y a du travail qui est plus dans l'ombre, mais tout le monde donne qu'est-ce qu'il peut. Puis qu'est-ce que vous diriez que le rôle un peu des étudiants, on comprend votre rôle à vous, mais comment, pour des personnes peut-être moins avisées de c'est quoi un laboratoire de recherche, comment est-ce que les étudiants sont membres ou comment ils s'impliquent là-dedans? La première chose, tous nos étudiantes et étudiants sont membres du laboratoire, là, de facto. Retenez-le. Oui. Alors, si vous ne le savez pas, vous êtes membre. Si vous étudiez avec moi, Nicolas, Pierre, Erin ou Dominique Thibault. On essaie aussi de les encourager à venir nous voir ici, à participer à nos projets de recherche-création. Dans le fond, nous, on fait de la recherche-création. Puis, on va faire travailler nos étudiantes et nos étudiants dans nos projets le plus possible. Alors, ça fait plein de petits groupes de recherche, création. On travaille vraiment ensemble. C'est très collaboratif là, comme façon de travailler. On ne fait pas de nos projets vraiment tout seul dans notre coin. On les implique avec nous. On fait aussi beaucoup d'événements. Au B325, notre lieu Forte Onde. On aura l'occasion d'en reparler sûrement de toutes nos appellations, mais il y a des événements vraiment vraiment pendant toute l'année. Des résidences de création, nos étudiants vont travailler là, des vernissages, des performances. Fait que c'est vraiment une communauté aussi qui est très, très active. On ne fait pas juste se voir en mur clos ici, mais on fait beaucoup d'événements publics. Puis je pense que ça aide à partager le travail que nos étudiants et nos étudiants font à leurs collègues, mais aussi de partager vraiment tout le travail qu'on fait ensemble. J'ajouterais peut-être aussi pour revenir à la question de comment les étudiants peuvent s'impliquer ou en fait c'est quoi leur contribution, mais peut-être un peu moins au bac, même si ça fait partie de la communauté aussi, puis c'est comme une dynamique particulière au baccalauréat parce qu'il y a beaucoup de l'apprentissage du métier. Mais rendu au cycle supérieur, c'est quand même une relation qui est donnant-donnant entre étudiants, étudiantes et les profs aussi. Puis, je veux dire, on peut autant avoir une influence qu'on espère bonne sur votre cheminement, votre travail, mais c'est toujours donnant-donnant à quelque part. Donc, en fait, on voit par la nature des projets qui sont soumis quand quelqu'un fait une demande d'admission à la maîtrise ou au doctorat ou quelque chose comme ça. Il y a comme une évolution, je dirais, qui se fait. Puis c'est normal, je veux dire, tout le monde travaille avec ce qu'il y a sous la main. Puis comme ce qu'on a sous la main change, ben les disciplines changent aussi. Puis ça a aussi des répercussions sur nos propres projets de recherche et de recherche-création. Donc, c'est pas... je pense pas qu'il ne faut pas prendre le laboratoire comme étant un moule dans lequel on doit absolument se conformer selon des axes de recherche qui sont prédéfinis d'avance. C'est quand même quelque chose qui est en mouvance continuelle. Puis les étudiants et les étudiantes participent autant à cette mouvance-là que les professeurs. Donc, je pense, un peu ça la dynamique de travail qu'on a. C'est plus une dynamique d'écosystème. Oui. Vraiment. Là. Tout à fait. C'est ça, donc il y a la relation quand même professeur-élève qui est là parce qu'on est dans une université, mais il y a aussi une relation entre artistes, en fait, qui se développe. Sans moins qu'il n'y a pas vraiment du top-down qu'on pourrait trouver dans certains grands organismes, je veux dire, qui est là pour des raisons organisationnelles aussi, parce que ça fonctionne. Tout le monde ne peut pas être patron pour tout le temps, parce qu'il faut qu'il y ait des décisions qui se prennent. Mais dans le cas du laboratoire... Puis comme Nicolas mentionnait qu'il y a une attitude DIY, je pense qu'on a l'écosystème favorable justement pour que chacun vraiment trouve sa part dans le laboratoire. Donc moi, par exemple, j'ai parlé d'artistes et pas forcément de musiciens.
On retrouve notamment musique, son, images et technologie. Puis je me disais, dans une faculté de musique, on ne s'imagine pas forcément en s'inscrivant qu'on va faire de l'image. Donc, est-ce que vous pourriez un petit peu développer justement cet aspect visuel qui prend quand même de la place aussi avec le sonore? Ben là, je sens que ça Et moi aussi, voilà, toutes les deux particulièrement. Mais moi, je me dirais que si je traite l'image, je suis plus dans la vision de performance. C'est vraiment le corps qui m'interpelle. Alors que je pense que peut-être ça va être un autre topic qu'on va aborder plus tard, mais je vais donner la parole à Myriam. Mais c'est quoi le rôle de l'image en musique? C'est vraiment ton spécialité, non? Oui, mais en même temps, tout le monde en fait. Je sais pas si c'est ma spécialité, mais c'est sûr, je me suis occupée des cours de musique visuelle, que Jérémie donne maintenant. Mais oui. L'image, en fait, c'était là avant vraiment qu'on arrive aussi, là, la vidéomusique. Ce qui est appelé vidéomusique, de faire de l'image de faire de la vidéo de la même façon qu'on fait de la musique, ça vient quand même de plusieurs années avant nous. Jean Piché qui avait apporté ça ici, mais même avant Jean Piché, Marcel Deschênes en faisait. Ça fait vraiment partie de l'ADN de notre secteur. Bon, comme Pierre l'a mentionné, c'est composition électroacoustique qui est devenue musique numérique. Ça a toujours été là. Puis aujourd'hui, c'est sûr que l'approche de la vidéo-musique change un peu, tout évolue, puis on fait beaucoup, comme Erin a mentionné, de performance audiovisuelle en ce moment aussi. Fait que c'est une approche plus temps réel de la vidéo, mais on approche vraiment la vidéo en live comme on fait de la musique en live. Fait que l'idée, c'est toujours vraiment de travailler l'image comme on travaille le son. Puis, c'est la même chose avec tous les médias qu'on utilise. C'est quand même ancré dans une démarche exploratoire, expérimentale, de la matière, quand même plus côté musique que côté cinéma, mettons. Je proviens de l'instrumental, de la composition instrumentale, ensuite pour aller vers le mix, puis plus vers le numérique. Puis le visuel, on n'en parle à peu près pas dans notre formation. Je veux dire, ne serait-ce il y a de quoi avoir. Si on a des interprètes sur scène, forcément, mais pourtant, il n'y a absolument rien qui touche le rituel du concert. Puis le rituel du concert, oui, il y a de quoi entendre, mais les lumières ne sont pas éteintes. Donc forcément, il y a de quoi avoir. Il y a de quoi vivre comme expérience. Donc je pense que le visuel peut être transposé à ça. Si on regarde Nicolas aussi, qui a vraiment un rapport avec les arts visuels, je veux dire quand même énormément. Moi, il y a tout l'aspect du rituel qui me fascine. Donc si la musique peut avoir une relation autre avec l'éclairage, avec la vidéo, pour faire vivre au public quelque chose pour lequel il vaut la peine de se déplacer. Parce que moi, si je veux avoir une expérience sonore, je me mets un casque. C'est purement pour le son. Je parle pas d'expérience humaine. Je parle pas juste vraiment pour plonger dans une pièce de musique. Je préfère avoir mon casque d'écoute allongé sur mon divan. C'est ma position préférée d'écoute. Mais si c'est pour vivre quelque chose, le visuel, forcément, en fait partie. Puis je pense qu'il faut être sensible à cette question-là. Parce que moi, j'aime bien visiter, par exemple, un musée d'art contemporain. Pas nécessairement pour qu'est-ce qui est exposé, quoique, je veux dire, c'est sûr, mais c'est comment... C'est le travail de commissariat qui est fait dans un musée pour changer l'atmosphère d'une exposition à une autre. Moi, je suis très sensible à ça, voir que c'est le même espace, c'est les mêmes murs en béton, mais pourtant, à chaque fois, on fait vivre un parcours qui peut être différent au public. Puis pour moi, un concert, ça peut être ça aussi un peu. Puis c'est pas vraiment enseigné en composition instrumentale. Puis le visuel, je pense, nous a amené à cette sensibilité-là. Oui. Je pense qu'on l'a tous un peu. Là, justement, ça s'est étendu, là, l'approche, mettons, de la vidéomusique qui était vraiment, vraiment très, très ancrée ici, mais aussi très cloisonnée dans un support fixe, avec une façon de travailler de la matière. Ça s'est vraiment ouvert à la performance, comme Pierre disait, la lumière aussi. Nicolas travaille beaucoup avec la lumière aussi. Les installations. Les installations. Il y a beaucoup de gens qui font de l'installation. Puis, finalement, c'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Bon, on le prend un peu en charge ou pas, mais on en est conscient aussi, puis ça devient une matière avec laquelle travailler aussi. Ça semble un peu être une ouverture au lieu de vraiment même si on est une faculté qui focus sur le son, mais c'est se rendre compte que le son n'est pas nécessairement un élément indépendant de toutes les autres. Même si on le travaille, il faut penser un peu à qu'est-ce qui l'entoure si on veut réfléchir un peu à notre expérience. Il y a un aspect très multisensoriel à l'approche qu'on a en musique numérique en ce moment.
Ouais. C'est ça, j'ai l'impression, pour revenir un peu à ta question, j'ai l'impression, en fait, le fait de, contrairement, disons, à la musique purement instrumentale, conventionnelle, avec des instruments acoustiques, je sais jamais trop comment la nommer, cette musique-là, mais quelque chose comme ça. Disons acoustique instrumentale. Acoustique instrumentale, mais du côté de musique numérique, musique et technologie, le fait de travailler avec des technologies, on dirait que ça appelle ça naturellement. Tu sais, le fait que t'es pas juste dans un médium, tu vas être presque assurément, tu vas travailler avec plusieurs médiums, puis donc il y a comme une fluidité qui se fait, le discours que tu développes, le langage que tu développes va finalement, à un moment donné, rencontrer d'autres médiums. Puis c'est la même chose en art visuel. Tu sais, les arts visuels qui sont devenus, disons, les arts médiatiques à une certaine époque, c'est un peu la même chose. Ils font du son, eux autres aussi. Tout comme nous, on fait du visuel. Ça vient comme un peu avec ça, on dirait, à partir du moment où tu as des technologies, finalement, tu t'abordes ça plus seulement comme de la musique, mais finalement comme de l'art. Tu sais, donc, puis nous autres, on est dans une faculté de musique, donc peut-être que le son est plus prépondérant, contrairement à, disons, une faculté d'art visuel, ou peut-être que le visuel serait plus prépondérant. Ça devient un peu le point de départ à cause de notre formation aussi, parce qu'on a tous et toutes des formations en musique. Mais différentes. Puis aussi pour dire, autant qu'on peut avoir des idées reçues, si quelqu'un a une formation en musique numérique depuis le départ, une idée reçue de qu'est-ce que c'est la musique conventionnelle, instrumentale ou vice-versa, il y en a des idées reçues de l'autre côté, qu'en musique numérique, on appuie sur des boutons, puis on utilise des outils qui sont préfaits. Puis c'est un peu ça pour dire, dans le sens, en fait, de Nicolas, c'est ce qu'on enseigne à la faculté, généralement, c'est pas vraiment les logiciels, c'est les principes inhérents qui sont derrière les logiciels. Puis aussi, comment faire communiquer certains trucs. Donc, il y a une connaissance vraiment de base. Tu sais, il y a Anna Dallara Mayek, qui est professeure invitée ici, mais du temps de son doctorat, qui parlait vraiment de pensée informatique. C'est pas juste l'utilisation d'outils, mais de comprendre comment les outils fonctionnent. Puis c'est ça qui amène, je dirais, à une forme d'interdisciplinarité. Donc, on est tous un peu imposteurs, oui, si on se base si on prend notre formation initiale qu'on a pu avoir, qui était archi-spécialisée, ou souvent, en fait, c'est ça un peu l'éducation de type conservatoire ou faculté de musique. Mais je dirais que cette pensée informatique-là fait en sorte qu'il y a des bifurcations naturelles. Puis ça se passe pas juste dans le milieu des arts, soit dit en passant, parce qu'on est dans une grande université ici. Si on regarde dans les sciences dures et les sciences molles, en très gros guillemets, je déteste ce terme-là, mais je trouve ça drôle qu'on... On n'est pas mou. Je trouve ça drôle qu'on met les deux concepts en opposition. Mais je veux dire, c'est très rare, en fait, les disciplines qui sont très, très, très pur, en très gros guillemets aussi. Il y a toujours, je dirais, l'informatique, les outils qu'on utilise, les protocoles de communication font en sorte que, finalement, c'est presque uniquement de l'interdisciplinarité qu'on trouve dans une université en ce moment, ou presque, en tout cas. Et même les mélanges entre facultés, les mélanges, il y a des séminaires qui le permettent. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont... Puis il y a un langage commun à cause de ça. Oui, mais pourtant, chaque projet est différent. Oui, c'est ça. Cool aussi. Ouais. On parlait de performance, puis on voit aussi qu'effectivement, pour clore un peu cette partie-là, que l'interprète instrumental, on a une idée un peu de ce que c'est, du concert, mais en fin de compte, quand on parle de performance, c'est aussi les créateurs qui se mettent sur scène, pas seulement même à la console en arrière, donc il y a aussi une présence de plus en plus, je veux dire, voulue par les créateurs et créatrices. Peut-être, Jérémy, tu veux qu'on passe aux questions suivantes? Oui, on parle beaucoup dans le fond, cette interdisciplinarité-là. Je pense que ça vient, de mon sens à moi, de la recherche, hein, toute l'idée expérimentale aussi derrière tout ça, d'essayer des choses, de se mettre dans des situations ou des environnements qui sont un peu plus inconfortables, dans lesquels on apprend beaucoup. Hein. Donc, peut-être pour ceux qui sont moins avisés ou ceux qui débutent au bac ou quoi que ce soit, on pourrait peut-être passer un petit moment sur définir c'est quoi un projet de recherche-création, de où est-ce que ça part, comment est-ce que... on pourrait même parler des exemples de projets de recherche-création qu'il y a eu au LFO dans les dernières années, peut-être même de ceux à venir, s'il y en a qui sont en train de bouillir puis qu'on a le droit de révéler des spoilers. Peut-être je pourrais parler un petit peu de la recherche-création. Je pense que une chose que les étudiants peut-être connaissent pas, c'est que c'est quoi la recherche-création? C'est très politique. Il y a des gros débats. Et alors, comme la réponse que tu vas avoir va être comme
un petit peu custom selon la personne qui te répond. Je pense dans notre faculté, peut-être, je vais essayer. Je pense qu'il y a des valeurs dans notre faculté d'amener des questions de c'est quoi l'excellence de la recherche-création, non seulement en l'acte de création, mais aussi dans les écrits ou peut-être dans l'inverse aussi. Peut-être j'aurais dû dire l'inverse. C'est pas seulement qu'est-ce que vous écrivez, mais aussi dans l'acte. Mais je me dirais que comment faire l'analyse de ton propre créativité pour interroger les méthodes et comment vraiment penser par la musique, pas juste penser au propos de la musique, peut-être. Le processus, en fait. Oui, Notamment. et l'LFO, je pense que c'est une concrétisation aussi des valeurs de l'organique et la communauté aussi, parce que c'est que la recherche n'existe pas seulement selon les propres visions de chacun des professeurs qui ont leur propre projet, mais aussi ça arrive dans les couloirs, ça arrive en les conversations inattendues. Alors, le LFO, c'est une place qui est dédiée à la conversation entre des personnes qui peut-être ont des visions différentes. Puis il y a la question aussi de recettes. Je pense que ta question touchait un peu les étudiants, par exemple, les étudiantes au bac, qui se posent toujours la question, ou souvent la question, bon, on t'entend parler de recherche-création dans le secteur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis soit dit en passant, il y a beaucoup de gens, même au niveau de l'université, qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire de la recherche-création ou qui ont des définitions différentes. Puis, peut-être une analogie que j'utilise pour les étudiants et étudiantes au bac, c'est souvent, on vient dans une école de musique pour avoir des recettes. Je veux apprendre la musique, donc donnez-moi des recettes. Tandis que la recherche-création, à quelque part, c'est partir d'une question, d'une hypothèse, de dire qu'est-ce qui arriverait si j'ai pas vraiment d'exemple de personnes qui font exactement la même chose, mais je veux faire des recherches pour voir, telle et telle personne a fait ci, l'autre a fait ça, comment je me positionne par rapport à ça, est-ce qu'il y a des technologies qui n'ont jamais travaillé ensemble mais que je pourrais faire fonctionner, est-ce que mon idée... En tout cas, tu sais, c'est à quelque part, l'école montre c'est quoi les ingrédients. On peut donner des cas de figure de recettes qui ont fonctionné, mais les cours sont pas là pour dire, les cours de création en tout cas, de dire, voici un devoir, tu dois faire ça dans le style de... Oui, en première année, il peut peut-être en avoir des exercices de style, mais il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui cherchent des recettes, qui pensent qu'ils vont venir ici après le bac, je vais avoir appris 500 recettes et je vais être un artiste, mais en fait, à la base, tout artiste véritable, qui n'est pas juste technicien ou technicienne, maître de son instrument ou de sa discipline, ça va au-delà en général. Il y a une contribution pour l'évolution de la discipline. Puis si on trouve ça en musique populaire, autant qu'on peut trouver ça dans un milieu académique. Le milieu académique pousse quand même la communauté à réfléchir aussi, qu'il y ait vraiment un rapport réflexif sur la musique concrète. Mais c'est ça qui est un peu différent en recherche-création par rapport à la recherche tout court. C'est qu'en recherche, c'est une recherche sur quelque chose, avec des méthodologies qui ont existé, et puis si les méthodologies n'existent pas, on en crée d'autres, mais quand même. Tandis que la recherche-création, il y a comme un double rapport. Il y a ces recherches sur la musique et par la musique. Donc, il y a la question de pratique qui est inhérente. Puis... Heureusement, je pense que l'attitude, en tout cas du moins à la faculté de musique, puis on essaye de pousser ça, même si c'est dans les comités universitaires ou ailleurs, c'est de dire que c'est pas n'importe qui fait de la recherche qui peut faire de la recherche-création. On s'entend que la création en tant que telle, c'est une pratique soutenue. C'est une reconnaissance des pairs aussi. Ça vient avec une responsabilité en tant qu'artiste. C'est pas juste parce qu'on a fait de la recherche pendant 30 ans, 40 ans qu'on a un hobby qu'on va devenir chercheur-créateur, parce que l'œuvre en tant que telle doit avoir aussi une valeur. C'est un peu le proof of concept. Quand un artiste, une artiste est capable d'avoir une œuvre qui a une valeur, mais qui a aussi une réflexion qui est rattachée, qui peut être théorique, qui peut être historique, qui peut être technologique, qui peut être peu importe. Mais, ou un peu de tout à la fois. Ou un peu de tout à la fois. Tu sais. Ouais. Ça me semble être dirigé plus... La recherche-création me semble être dirigée plus vers des questions que des réponses, tandis que la recherche me semble être plus... Il y a une démarche. Cherche une réponse. Oui, c'est ça. D'une façon ou d'une autre, pour n'importe qui est au cycle supérieur, qui arrive le temps de déposer son mémoire de maîtrise ou sa thèse de doctorat,
c'est un jalon, mais c'est pas une conclusion. En fait, les questions qui ont été posées au début, qui étaient légitimes, en général, en amènent 50 autres à la fin. Puis c'est correct, parce qu'il y a un jalon qui a été posé et on chemine. En tant que société, comme ça, je veux dire, on chemine. C'est un peu ça, c'est que je dirais que la recherche-création, c'est un peu une contribution, aussi infime qu'elle peut l'être, mais c'est une contribution à la discipline, à l'évolution de la discipline aussi. Et le partage avec les pairs aussi. Tout à fait. Ouais. Oui, peut-être que je suis tard en dire ça, mais je me dirais que le posture d'avoir des réponses, c'est un petit peu moderniste. Et je pense que c'est plus post-moderniste, comme utiliser cette métaphore de le chemin. Et dire que les questions, ça nous dirige dans le chemin. C'est pas complètement flou, c'est pas comme dans l'air, qu'est-ce qu'on existe, mais c'est comme, nous avons comme, c'est plus comme un vecteur que un point. Ouais, c'est la ligne, le tracé pour se rendre au point, au lieu du point, essayer d'aller On chercher... pourrait avoir des points dans le vecteur, peut-être. Moi, je dirais que c'est un lifestyle. Non, mais parce qu'en fait, c'est ça, c'est que tu te réveilles le matin, tu te poses des questions. C'est à quelque part... le premier moine zen qui est venu en Amérique du Nord, Suzuki Hiroshi, a écrit un livre en anglais. J'aime pas le titre traduit en français, mais je vais quand même le donner la traduction. C'est Zen Mind, Beginner's Mind. La traduction française, c'est esprit zen, esprit neuf, je pense. Mais c'est pas ça. En fait, il parle de l'esprit de débutant. C'est qu'aussitôt qu'on se dit professionnel, on se met des œillères de notre profession et on voit le monde vraiment de manière relativement étroite. Tandis qu'un enfant ou quelqu'un qui apprend, qui est un peu comme une éponge, est intéressé de voir un objet de différents points de vue, de différentes facettes. Quand je dis de lifestyle, c'est qu'on se réveille le matin puis qu'il faut garder cette curiosité-là à la base, qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est quand on a un enfant de 2 ans, 3 ans qui dit, maman, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais c'est un peu ça aussi, la recherche-création. C'est que si on se pose la question pourquoi, puis que notre journée de travail est construite autour de ce pourquoi-là, on en fait de la recherche-création de manière consciente ou inconsciente, on en fait. C'est tellement bien dit, j'ai rien à Moi, j'ai ajouter. rien non plus. Écoute, au LFO, on veut être des enfants, on veut rester des enfants. Tu sais, je pense que juste cette image-là est forte et me parle. Je suis en forme, je suis en sabbatique cette année. C'est pour ça. Je veux rien ajouter à ça. Voudriez-vous nous parler un peu de vos projets de recherche-création, peut-être en cours ou qui viennent tout juste d'être finis? Là? Il y en a quand même quelques-uns qui sont publiés sur votre site. On serait curieux d'en On entendre fait parler. tellement d'affaires, c'est dur. Mais Nicolas, tu as un gros projet en ce moment. Ben, ça dépend. Il va-t-il avoir du montage dans ce truc-là? Non. Il n'y a pas de montage. Est-ce qu'on va parler des différentes initiatives du LFO? Oui. Oui. OK. Bon, je pense que, je sais pas, moi, personnellement, je passerais aux initiatives plus globales que Bien de sûr. parler de mes propres petites affaires. Mais en même temps, si vous avez envie, allez-y. Si vous voulez, on peut revenir là-dessus plus vers la fin. Il n'y a pas de problème. C'est drôle parce que normalement, quand tu demandes à un artiste qu'est-ce que tu fais, l'artiste est comme ah, je fais ça, mais c'est seulement dans cette salle. Tout le monde est comme ah non, c'est quelque chose d'autre. Il y a des choses qui se passent. Il y a plein d'affaires. Il s'en passe, c'est pas qu'il se il passe s'en rien. passe tellement. Eh bien alors. Mais c'est ça, c'est l'esprit collectif. Tu sais, je pense qu'on est tous là pour la collectivité Et avant. en plus, je me dirais que la recherche de chacun de nous, ça mérite. Comme, peut-être, j'espère que c'est pas trop égoïste pour dire ça, mais comme on pourrait passer 1 heure juste à parler. Ouais, c'est ça. C'est Alors, c'est un petit peu, je me dis, peut-être il y a un esprit de futilité, de comme, OK, comment est-ce qu'on parle de mon Résume ça, recherche là, en ouais, 15 je comprends. secondes, OK? Ben, le site Internet est très fourni. Il y a quand même beaucoup de choses à l'agenda et tout ça. Donc, notamment, donc on a parlé du laboratoire. Moi, j'ai vu qu'il y avait une librairie, un label, un logiciel. En fait, il y en a 2 gratuits, on pourra en parler. Et alors, toutes les activités, c'est ça, il y a tout ça. Dans les activités, il y a les promotions, comme par exemple, là, on parlait de projets, il y avait Gaël Morisseau, vous aviez fait référence au concert du SECO, ça fait longtemps qu'il travaille sur son tistique, donc il y a des choses comme ça où vos étudiants, si vous fournissent ces informations claires, vous pourriez les diffuser. Donc, si je reviens dans l'ordre, la librairie, par exemple, on parle de maison d'édition, vous avez des livrets de disques, articles, livres, partitions, j'en ai pas vu les partitions, mais et carnets de recherche-création. Donc, comment est-ce que ça se nourrit, cette librairie? Ben, moi, ça, je peux embarquer là-dessus. C'est un peu mon bébé. Ah. Puis, ça fait quand même le lien avec la question précédente de la recherche-création. C'est-à-dire que l'idée derrière ça, c'était d'avoir une plateforme de diffusion d'écrits
qui se décrit, qui ne se publierait que très difficilement dans les réseaux académiques conventionnels, les revues scientifiques, la sacro-sainte revue scientifique, qui est très, très bien, que, tu sais, je veux dire, c'est pas je veux dire, c'est super, on aime ça. Mais après, diffuser la recherche-création, les résultats de recherche-création, ben ça s'insère pas nécessairement toujours dans un article de 12 pages scientifiques. Donc, l'idée, c'était d'avoir une plateforme qui nous permettait de publier ce qu'on veut. Puis, tu sais, on se disait, si on veut publier des poèmes à un moment donné, ben on va pouvoir publier des poèmes. Là, tu vois, les partitions, tu les as pas vues. On vient d'en faire une série, puis c'est juste, je les ai pas... sont dans les pages de mon projet en ce moment. Puis éventuellement, je vais les transférer dans la page de la librairie. Mais tu vois, c'est le genre d'affaires, on peut publier des partitions, par exemple. On a publié des livres, tu sais, puis on a un genre de... Tu sais, c'est des livres qui auraient été très, très compliqués à publier. À la rigueur, on peut peut-être même... tu sais, je sais pas, moi, si on trouve une faute, ben on peut aller mettre à jour la faute parce qu'on est autonome. On fait nos... C'est ça, on est autonome dans la publication. Je donne un autre exemple. Disons, quand Dominique Thibault et David Piazza ont sorti leur album sur le label qui s'intitule... J'ai oublié le nom. C'est un nom original. On l'a pas, là. Y es-tu là? Oui, on a toutes les pochettes ici. Mais... Ah, là, en arrière du carton. En arrière de quel carton? Je pourrais aider? Un petit peu analogie virtuelle. Analogie virtuelle, Ah, ouais, c'est voilà. ça, ouais. Merci, Donc, quand Jérémy. Dominique Thibault et David Piazza ont sorti leur disque Analogie virtuelle qu'on a lancé sur notre label, ben il y avait aussi un article qui venait avec le disque, donc on a pu publier un genre de mini-livre. C'est pas tout à fait un livre, c'est pas tout à fait un article, mais c'est un genre de livret de CD plus, mettons, tu sais, avec beaucoup de contenu. Donc, c'est ça, tu sais. Puis pour moi, c'est il y a quelque chose de vraiment, vraiment, j'y tiens à cette affaire-là. Il y a quelque chose d'essentiel là-dedans, puis l'idée, c'est de pouvoir faire entendre la parole de l'artiste, tu sais. Parce que on a, dans le monde académique, on a, tu sais, on va toujours vers le théorique, il y a une façon d'écrire, il y a... On donne la parole plus aux chercheurs qu'à l'artiste. Ouais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça va souvent être, disons, des analyses tu sais, justement. Mais là, ici, on donne la parole si les artistes qui s'inscrivent dans les activités du LFO veulent dire quelque chose à leur manière, ben il y a moyen. Tu sais, ce qui est, en ce moment, il y a à peu près pas de moyens, honnêtement. Si tu es un artiste en milieu académique, là, bonne chance pour parler autrement ou parler à ta façon. Encore des termes scientifiques. Tout à fait. Mais ironiquement, ces genres de publications ont énormément de valeur parce que je me rends compte que dans mon recherche sur le biofeedback, un les sources le plus utilisées, le plus citées, c'est un artist published book de David Rosenboom. Et comme c'est juste quelque chose qu'il a monté lui-même sur un petit presse et c'est historique. C'est tellement fun de lire ces paroles-là. Puis, dernière chose, je veux juste ajouter, c'est gratuit, c'est sur Internet, il n'y a pas d'affaires de maison, en tout cas, il n'y a pas... Est-ce que ça fonctionne par appel? Est-ce que c'est les étudiants qui viennent vous proposer des idées? Puis... Pour l'instant, à suivre. C'est gérable pour l'instant. Oui, c'est un peu embryonnaire. Après ça va être une question de voir qu'est-ce qui est gérable ou pas. Mais c'est intéressant aussi parce qu'en fait, je me rappelle d'une conférence à laquelle j'ai assisté qui est à Montréal. C'est une conférence qui circule, je pense que c'est aux 2 ans, qui était autour de l'analyse du processus de création. Et puis ça m'a étonné, il y avait un panel où il y avait des gens qui étaient spécialistes, des musicologues spécialistes du processus de création, qui ne font pas de la création nécessairement eux-mêmes, mais ce sont des spécialistes de cette discipline-là comme objet de recherche. Et il y avait 1 ou 2 compositeurs, je crois, qui étaient autour de la table aussi.
Et le compositeur que je nommerai pas, que je connais bien, mais que je nommerai pas en question, a dit au musicologue, oui, mais c'est mon processus de création, puis tu me dis que je sais rien à propos de mon processus de création. Puis la discussion a vraiment viré comme ça. Puis c'est là que je me suis dit, ah, OK, c'est bon, on peut parler du processus de création, mais un aspect infime du processus de création, mais vraiment la façon que la pensée est articulée, c'est pas linéaire aussi un processus de création. Il y a des retours en arrière, il y a une source d'inspiration qui peut être méconnue, mais qui a fait en sorte que le processus a débloqué. C'est toutes des choses comme ça. Je trouve qu'on rentre vraiment dans le mystère de c'est quoi, je dirais, cette démarche-là. Moi, je trouve que ça éclaire. J'écoute la musique ou je regarde, je vois le projet artistique complètement d'un différent œil en l'apprenant. Mais moi, ça, c'était un moment, je dirais, assez tôt dans ma carrière professorale. J'ai vu ça, je dis, ouais, OK, on peut être spécialiste d'un aspect assez intime, mais on oublie vraiment tout le reste qui peut être énorme. Puis, et il y a vraiment, comme Nicolas dit, il y a très peu de place. Sauf un site web ou un blog personnel. C'est publié, là, Mais c'est en ça. parlant- Mais c'est la beauté, la force d'un laboratoire aussi, parce que si on regarde le nombre d'étudiants et d'étudiantes qu'on peut avoir, autant au baccalauréat et la maîtrise, vous êtes ici pour des parcours qui sont de courte ou de moyenne durée, mais vous restez quand même dans cette communauté-là. Il y a quand même du monde, là. C'est un bassin plus grand que si on avait un site web personnel. Mais en parlant de la valeur de les sites web personnels et le artist publishing, mais on a vu récemment avec le collapse de Meta et tout le monde abandonne Meta. Il y a des personnes qui investissent énormément dans leur Instagram, moi inclus, peut-être pas énormément, mais moi j'ai investi. Et là, c'est pourri maintenant. Personne ne veut être associé avec Meta, c'est gênant. Alors, tu te réfléchis que comme les réseaux sociaux, les apps, oui, les artistes pourraient profiter de tout ça pour un genre de visibilité, mais en 50 ans, qu'est-ce qui va arriver? Alors, les seules choses qui va rester, peut-être même ton site web va pas exister. Alors, parce que c'est qui va payer les après serveur, du monde. ouais. Alors, les publications, les PDF vont rester. Alors, c'est quelque chose à réfléchir quand même. Oui, puis moi j'avais une question par rapport à ça. Quand on écrit un mémoire, une thèse, on a envie de citer justement ces articles-là parce qu'on les trouve particulièrement intéressants. Si ça venait d'un blog personnel ou des choses comme ça, comme c'est pas édité, c'est plus difficile de justifier en note de bas de page. Donc ici, il y a comme un intérêt, je vais dire, une sécurité, un filet de sécurité académique quand même aussi qui permet de dire oui, mais ça vient du LFO. C'est publié officiellement, puis comme ça a été vérifié, sous-entendu, même si c'est sujet à mouvement, donc il faudra juste faire attention à ça. Corrige-moi si je me trompe aussi. Je sais pas si c'est le fait pour tout ce qui a été déposé dans la librairie, mais je sais qu'au début, il y avait même demande de code ISBN aussi. Oui, on a même des ISBN. ISBN, c'est officiel, déposé à la Bibliothèque Donc, ça parle de aide pérennité, beaucoup à c'est ça. trouver. Ouais. Parce que sur nos sites personnels, là, un peu comme tu disais, c'est la visibilité. On pense perdre une certaine visibilité, mais là, vu que c'est partagé avec cette communauté-là qui, oui, est constituée des étudiants en ce moment, mais aussi des anciens étudiants. Oui, la communauté de musique numérique, très les grande anciens, communauté, ils restent vraiment beaucoup, puis ils restent informés, ils viennent voir les concerts, ils vont voir les publications, tu sais. Donc, d'avoir cette communauté-là, puis de pouvoir partager nos écrits un peu moins... Puis quand on parlait d'écosystème, c'est qu'en fait, vous devenez un peu nos ambassadeurs et nos ambassadrices après, si vous avez vécu une bonne expérience. En fait, pour le meilleur ou pour le pire, vous pouvez nous bâcher aussi si vous allez à l'extérieur, c'est correct, mais en général, je pense que ça se passe plutôt bien. Mais en fait, c'est ça, ça revient encore au tout début, le commentaire de fait, c'est DIY à la base, puis on souhaite que ça reste. Même si ça grossit à quelque part, c'est une communauté vraiment d'individus qui ont vraiment une contribution. Puis je pense que tous les gestes qui ont été posés jusqu'à maintenant vont dans ce sens-là. En tout cas. Hey, on tripe tellement, là. On s'aime. Non, mais c'est vrai. On tripe vraiment à faire ça. Puis Ah oui, là, je sens qu'on va arriver vers Vraiment. le lieu bientôt. Là. Ouais. Ça va être ma prochaine question. Puis, c'est comme on regarde les activités. Je suis allé en fin de semaine sur notre site web, puis Myriam met beaucoup à jour les activités. Puis là, je regardais tout ce qui se passe. Tout puis à fait. Ah ouais. Mais c'est ça, c'est chouette. C'est quand on a trop de choix que c'est un luxe, en fait. Tout à fait. C'est beau. Et oui, la culture, On ça va a faire quelque un chose. off LFO. Ben oui, on pourrait rentrer sur les autres activités. Hein. Il y a le label qu'on a parlé rapidement, mais aussi le nouveau lieu de Forme Onde. On pourrait en parler un petit peu aussi. Oui, ben, le lieu, en plus, est quand même très connecté au label. Le lieu Forme Onde, là, on est tellement content d'avoir ce lieu-là. Comme Nicolas disait, c'est vraiment... parce que, bon,
comme ici, on est dans notre bureau collectif, là. Là, on a fermé la porte, puis on a mis une affiche « Ne pas rentrer ». Parce que d'habitude, il y a toujours des étudiants, qui rentrent, qui viennent nous voir, qui viennent dîner avec nous autres. Puis comme Erin disait, ces moments-là font partie beaucoup de toute l'expérience de la communauté, mais aussi de nos réflexions, la recherche-création, puis tout ça. Puis le lieu Forme Onde, qui est une salle ici à la faculté de musique. Est-ce qu'on peut rappeler le local? Le B325. Tout à fait. C'était une salle de classe. Et puis finalement, il n'y avait plus de cours qui se donnaient là. On a mis la main dessus. On l'a transformé complètement. en bar punk / salle d'exposition. Des tacs partout. C'est un espèce de boîte noire, là, si on veut, avec des rideaux noirs tout le tour, le plancher noir. Et c'est une salle dans laquelle, là, on peut vraiment présenter des projets de création, faire des événements plus sociaux. On a toujours un petit bar. Fait qu'on fait les lancements des albums du label là, toujours avec des performances aussi, des artistes. On fait... il y a beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui font des projets d'installation. Alors, c'est un lieu qui leur permet de travailler sur leur projet parce qu'ils ont accès à la salle, mettons, pendant une semaine ou deux. Ça qu'on n'a pas. Ici, on n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu ça. Les blocs de 3 heures dans un studio. Mais oui, exactement. Montage, démontage après 3 heures. Finalement, tu fais 1h30 de montage, 1h30 de démontage, tu as travaillé peut-être 10 minutes. C'est un gros luxe, le temps et l'espace, quand on fait peu importe quel projet, mais l'installation, beaucoup. Ça nous manquait. Fait qu'on fait tout le temps des vernissages, des expositions aussi, des installations qui restent quelques jours. Il y a une saison à cause de ça. On a une saison, automne-hiver. Puis, de plus en plus, là, on a aussi quand on a des invités aussi, on peut faire des événements là. On a fait une journée d'études sur la musique concrète. Bon, on avait un 5 à 7, un lancement de revue circuit. Fait qu'on peut vraiment faire des activités qui impliquent même des gens de l'extérieur parce qu'on a une place pour présenter de la musique. Puis ce qui était aberrant à la faculté de musique, c'est qu'on a, et de loin, un des plus gros secteurs, je peux pas envie de dire au monde, mais je veux dire en musique numérique. C'est vraiment une aberration, je dirais. Une belle aberration, mais c'est une aberration néanmoins. Si on regarde n'importe quelle université, puis ça, je peux le dire parce que j'ai fait les comparables, on est à 1000 lieues en termes de population étudiante. Mais ce qui est aberrant, on est probablement la faculté qui avait le moins d'espace adapté pour ce type de pratique. On a une super belle salle de concert avec une acoustique magnifique, une des meilleures acoustiques à Montréal, la salle Claude-Champagne, mais pas nécessairement la meilleure salle, qu'on a des installations, on a des trucs de spatialisation, où on va avoir un contact avec le public et autres. Il n'y a pas de black box. On va à McGill. On travaille la vidéo. Il y a le Kermit, on est membre du Kermit, mais la salle est quand même ailleurs. Mais même à ça, c'est... Oui, la salle Serge Garand n'est pas une black box, par Non. C'est une ancienne chapelle, il y a beaucoup de vitraux. C'est ça qui est un peu aberrant. On est pas mal... C'est le premier étage, mais c'est presque un sous-sol par endroit. Donc, en fait, c'était un espace qui était absolument nécessaire. Puis, tu sais, il fallait quand même tirer un peu des ficelles pour y arriver parce que c'est une salle qui devait avoir une autre vocation. Puis, finalement, on l'a pris. Juste de voir qu'elle est remplie à ce point-là, c'est super. Je pense c'est aussi un endroit de rencontre, comme je pense que c'est Jérémy, tu l'as dit, mais il y a beaucoup d'anciennes étudiants qui viennent à ces événements-là. C'est comme un moment pour ces personnes-là de dire « je vais revenir voir du monde, je vais venir voir ce qui se fait. » C'est super. Puis là, on peut socialiser. Contrairement aux ultrasons, oui, c'est super, mais il y a avant ou à l'entracte qu'on peut un peu socialiser. Ça reste concert. Mais c'était un peu festival, genre au mois de décembre ou janvier ou à la fin du trimestre, tandis que là, avec le lieu Forme Onde, c'est à la rentrée. Il y a souvent une semaine de vernissage tout de suite à la rentrée quand les étudiants et les étudiantes arrivent. Le lieu est stratégique aussi, c'est directement à l'entrée principale. À peu près, on ouvre les portes, on est directement dans la salle, puis c'est assez labyrinthique, la faculté de musique, là, mais tandis que ce local-là, j'ai quand même placé à un bel endroit. Il y a une cage d'escalier qui est pas loin, donc n'importe qui passe à peu près dans l'immeuble doit passer à peu près par ce lieu-là. Ce qui n'est pas le cas du premier étage. En tout cas, il y a des gens d'interprétation qui ne savent même pas qu'on a un studio multipiste. Là. Puis ils ont étudié ici pendant 5-6 ans. Donc, non, c'est vraiment chouette. Oui, vraiment. Puis moi, ce que j'aime bien dans ce lieu-là, c'est à chaque fois que j'y vais, je me dis je me réjouis de voir à quoi ça va ressembler parce qu'à chaque fois, c'est un setup différent. Oui. Je pense à Mélanie Frisoli qui avait comme vraiment tout fermé puis rendu quelque chose d'un peu spécial à tâtons comme ça. Et puis là, ici, c'est encore autre chose avec, j'ai vu des boîtes boulot. Donc, à chaque fois, c'est une autre dimension. On se dit, c'est le même espace, mais en fait, c'est à chaque fois une surprise. Quand on rentre dedans, puis ça, c'est assez chouette, je trouve. C'est l'idée, puis ça rejoint tout ce qu'on discute depuis tantôt, comme
tantôt, disons, on parlait de recherche-création, Pierre parlait de recettes. Nous, dans le fond, je me disais ça quand tu parlais tantôt, je me disais, dans le fond, c'est ça, la recherche-création, c'est pas de trouver des recettes, c'est de l'anti-recette, tu sais. Fait que puis ça va avec l'aspect multidisciplinaire, interdisciplinaire qu'on parlait tantôt aussi, c'est toujours d'explorer c'est quoi les formes, c'est quoi les possibles. Puis cette salle-là, même si c'est relativement modeste, encore une fois, c'est fait un peu à bout de bras, puis c'est pas comme on n'a pas eu des subventions de milliards de dollars là, pour habiter ça, fait qu'on le fait comme on peut, mais ça nous permet d'explorer les possibles puis d'essayer des affaires. D'essayer des choses. C'est déjà un peu plus neutre comme endroit, déjà. Il est très malléable. Hein? Ben, c'est ça, on c'est peut ça, tellement le reconstruire de la manière qu'on le veut. On peut le diviser dans la manière qu'on le veut. On peut positionner... Mais c'est que la salle s'adapte au projet. Ouais. Tandis qu'avec les salles qu'on a qui sont très belles, mais qui ont une fonction vraiment bien définie, c'est les projets qui s'adaptent au lieu. Tandis que ça devrait être le contraire. Donc, on n'avait pas d'espace comme ça. Tellement bien dit. Alors là, on a le physique, le lieu physique. Après, il y a le lieu, je vais dire virtuel, quand on a envie d'écouter ces artistes. On a le label pour ça. Puis, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ce sont des CD qui sont tirés? Est-ce que c'est... Comment ça se passe, les cassettes audio? Je vais aller, laisse-moi me lever. Je vais aller chercher un petit carton. Donc, les CD... Les CD. Ah oui, il faut que... Non, faut que je parle fort, les CD. Des CD, non. Donc, c'est ça. Voilà. Le label, ben, c'est une idée qui nous trotte en tête depuis longtemps, mais là, maintenant, on a comme la gang réunie pour travailler là-dessus. Donc, on a parti. Cette idée-là, donc, d'avoir une place pour publier des disques, des travaux sonores. Et non, on ne fait pas de disques. Il y a une question aussi, faut de disques physiques. Faut dire que malgré tout notre enthousiasme et notre bonne volonté et notre dévouement, nos ressources sont très, très limitées. On fait tout nous-mêmes avec travail bénévole. Oui, les soirs et les fins de semaine. Comme quand même juste la publication, là, c'est super, là, mais je vous avoue, c'est moi qui fais... Il y a Julie Espinas, qui est une designer graphique qui a été tellement gentille de nous faire le gabarit de notre premier livre. Puis je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que je peux le réutiliser pour la suite? Ça faisait un peu partie du contrat. Donc, puis là, maintenant, c'est moi qui fais la mise en page des livres, mais le boulot d'édition de livres, là, c'est de la job, mes amis. Fait que, tout ça pour dire que, puis tu sais, je veux dire, avoir un label avec des disques physiques, c'est vraiment, ça prend un entrepôt, ça prend un système de distribution, faut que tu ailles au bureau de poste, tout ça. Je veux dire, il y a une limite à ce qu'on peut faire quand même. Donc, tout ça pour dire que ça reste des disques virtuels. L'idée, c'était de pouvoir au moins les distribuer dans les grandes plateformes. Avec les problèmes que ça soulève sur certaines d'entre elles ces temps-ci, mais bon, disons, au déjà moins... déjà avant, encore plus ces temps-ci. Mais disons, tu sais, l'idée de rendre la musique disponible, déjà, c'est ça. Puis, donc, on publie pas de disques, c'est sur... essentiellement Bandcamp et les plateformes. Ce qu'on fait, donc, je sais pas, j'imagine que la caméra me voit en ce moment. Oui. Donc, on fait juste des petits cartons comme ça. C'est un peu un pun ou un clin d'œil au disque. C'est le format disque. Puis, on distribue ça un peu partout. Puis, en arrière, il y a juste un code QR. Tu prends le code, puis là, ça t'amène sur, je pense, soit la page, soit le site web ou soit le Bandcamp. Là, je suis plus certain. Mais donc, chaque disque a quand même un design différent. Carton très doux. Ah oui. Ouais, on a du carton doux. On reste dans les dégradés pastels avec quelque chose de foncé. Il y a une identité vraiment. visuelle. Merci, Nicolas. Voilà. Et voilà. C'est ça, plein de ressources, c'est fou. Oui, mais donc c'est ça. Donc ça nous permet, puis comment ça fonctionne concrètement. Puis là, c'est un fonctionnement qui va peut-être être appelé à changer, à évoluer. Mais oui, bonne idée. Voici. Ça, c'est un des derniers qu'on a sorti. On a sorti ce disque-là la semaine dernière. Donc, Francis Brûlé, Les Spectres de l'attente. C'est bien ça, oui. C'est ça qui est noté. Mais donc, le fonctionnement, on fait un appel pour ça une fois par année. On va sortir 4 disques par année. Là, pour l'instant, moi, personnellement, j'ai un peu abusé de notre propre plateforme, mais c'était un peu pour lancer le truc. Je vais essayer d'arrêter d'en publier. Puis donc, on espère que les prochains, ça va vraiment venir de la communauté, entre autres étudiantes. Donc, on fait un appel à peu près au mois d'avril.
on regarde ce qu'on reçoit, puis on peut en sortir 4. Ça veut pas dire que les 20 ou 50 autres qu'on a reçus sont pas bons, mais c'est ça, les ressources sont limitées. Puis voilà, puis c'est éclectique. On se dit, comme là, Montréal-Rivière, qui est un projet avec Myriam et 4 étudiants. Avec Simon Kiani, Gabriel Cour, Antonin Goujon, Moisa. C'est un projet collectif. Ça, c'est le prochain projet. Puis ça a une teneur vraiment plus, je dirais, presque radiophonique ou field recording. Ou ça, celui de Francis, c'est plus ambiant avec une petite touche pop. Il y en a que ça peut être plus noise. Il y a comme une ouverture qui est vraiment cool. Puis, il n'y a pas de critères de style. Je serais curieux au niveau de la production. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que les étudiants ou les personnes qui proposent leurs albums sont complètement indépendants? Est-ce qu'il y a un retour peut-être sur le mix après? On a négocié une entente avec un studio à LA. Si le voyage est tout compris, per diem, hôtel de luxe, c'est 1 mois en studio. C'est Rick Rubin qui mixe vos albums. C'est ça. Venez étudier à la faculté de musique. Non, c'est vraiment, encore une fois, DIY, ressources limitées. Je veux dire, c'est les étudiants qui doivent gérer tout. Mais par exemple, parce que j'avais vu pour celui de Francis, Myriam, t'es crédité sur la production aussi. Oui, j'ai pour ça que je posais un peu la question. Français, c'est parce qu'il est vraiment fin puis il voulait. Mais c'est parce que en fait, je suis sa directrice de. Francis fait sa maîtrise, puis je suis sa directrice. Fait que c'est sûr que ce travail-là, quand on encadre une étudiante ou un étudiant à la maîtrise au doctorat, on le voit toutes les semaines. Fait qu'on travaille, c'est sûr, on est impliqué dans la création, mais c'est vraiment sa musique. Je pense que Nicolas, par exemple, t'as fait moi, j'ai aidé un peu au mastering. C'est sûr qu'il y a un côté aussi où on fait ça parce que c'est le fun, mais aussi on fait ça aussi parce qu'on sait qu'on va apprendre tout le monde des affaires là-dedans. Fait que là, j'avais un peu de temps. J'ai proposé à Francis, est-ce qu'on travaille le mastering ensemble? Puis on l'a travaillé ensemble. Fait que c'est cool, les deux, on a appris là-dedans des affaires. Mais disons qu'à la base, il n'y a pas nécessairement de service de fourni. Non, dans la vraie vie, dans le monde underground, en fait, moi, j'ai une grande expérience dans la publication de disques dans le monde underground. C'est comme ça que ça se passe. Tu arrives avec ton disque fini, puis il t'envoie pas aller faire mixer ton disque par Rick Rubin. Là, fait qu'on fonctionne un peu. Underground. On fonctionne un peu de la même façon. Encore là, comme on est très poreux, puis dans la collaboration, c'est sûr que des fois, on va comme aider pour de quoi. C'était un peu ça que je me posais la question, justement, comme pour ceux qui sont peut-être un peu moins habitués de publier sous album ou de faire un job de mastering ou de mix. Cela dit, les étudiants vont apprendre des choses. En fait, préparer un album, là, puis arriver, puis que ça soit un produit final, là, tu te rends compte à un moment donné que ça vient pas comme ça. Puis entre l'idée de dire « Ah oui, je vais publier un disque », puis vraiment soumettre ton disque. D'ailleurs, idéalement, quand tu soumets ton disque à notre appel qu'on fait en avril, il est fini pas mal déjà. Là. Fait que, faut que tu soumettes le nom de tes pièces, les durées déjà, la description, les crédits. C'est quand même le minutage. C'est du travail. Il faut déjà que ça ait été enregistré. Faut que ça soit fait, oui. Mais encore avec les traditions de l'artist publishing, comme c'est pas si prenant que avec des créations très beaux, mais très niches, que c'est souvent les artistes qui ont besoin de prendre la documentation en main. Alors que même que maintenant, le mouvement Fluxus, c'est comme énorme. La plupart de la documentation de la Fluxus, c'était la mail art. Et comme c'était pas cher. Pas mail M-A-L-E, mail M-A-I-L. Mais c'est vrai aussi. Il y avait ça aussi quand même. En tout cas, il y a eu des femmes très importantes dans le mouvement. Mais, yikes. Mais, quand même, je pense qu'on pourrait s'inspirer de les artistes dans le passé qui, comme, c'était humble, mais je pense qu'ils ont prendre eux-mêmes très sérieux. Ils ont fait la beau documentation de leur propre mail art. Ils ont mis le temps dans leur mail art. Ils étaient scannés, catalogués. On ne sait jamais l'impact que notre art va avoir. Et aussi, la force de notre art, c'est la communauté, c'est l'énergie qui émerge avec la communauté.
Alors ça, j'avais une question par rapport à la communauté parce que, par exemple, il y avait un live at Kermit qui était proposé dans les activités récentes. Le Kermit, le ICRM, le LFO, quels sont vos liens? S'il y en a, puis est-ce qu'il y en a d'autres que vous cherchez à avoir ou voilà, c'est un petit peu ça. Ce sont tous des organismes en fait qui sont à la faculté. Le Kermit, c'est moitié-moitié. Expliquer l'écosystème. Si on prend l'écosystème, autant le Kermit, l'OICRM, il y a Hexagram aussi. Hexagram aussi, oui. Ils ont tous la catégorie. En fait, c'est une catégorie qui s'appelle un regroupement stratégique. Puis les regroupements stratégiques regroupent plus souvent, en fait, non, c'est même une obligation au Québec qu'il y ait au moins 2 universités partenaires, mais il peut en avoir plusieurs. Okay? Par exemple, l'OICRM, c'est l'Université de Montréal et l'UQAM. Il y a quelques membres de l'Université de Sherbrooke aussi, etc. Kermit, c'est avec UDM, McGill principaux, mais il y en a d'autres également. Donc, c'est ça, en fait, c'est un regroupement stratégique de professeurs, chercheurs, chercheuses, mais également des laboratoires. Comme on a mentionné au début, beaucoup de profs ont leur propre labo. Mais là, nous, on a un laboratoire collectif et on a des affiliations différentes aussi. Moi, je suis OICRM Kermit. Plus souvent que non. En fait, par le passé, c'était une affiliation par prof, mais comme on est dans de l'inter-pluri-trans-X-disciplinarité, ça arrive qu'on touche à 2 regroupements stratégiques. Myriam, toi, t'es OICRM et Kermit, Hexagram. Kermit aussi ou pas? Oui, Kermit, Hexagram. Dominique Thibault est aussi Kermit, OICRM. Kermit, OICRM. Je suis toujours non déclarée. Je suis libre. En étant quand on est dans un de ces regroupements-là, automatiquement, nos étudiantes et étudiants à maîtrise doctorat qu'on supervise au cycle supérieur deviennent membres. Puis ces regroupements-là ont beaucoup de ressources aussi pour la communauté étudiante. Comme les lives au Kermit, c'est un appel quand même ouvert pour une série de concerts à l'année. Puis fait qu'on a beaucoup de nos étudiantes et étudiants qui appliquent pour participer. Puis sont souvent, plusieurs d'entre eux sont retenus. Mettons, dans les projets de recherche, à ce que j'en comprends, c'est que vous êtes, par exemple, membre du Kermit. Il y a un projet qui se passe au Kermit, mais vu que vous êtes aussi membre du laboratoire, vous l'incluez également dans le laboratoire. C'est pas 2 entités comme séparées ou auxquelles Et pareil, comme l'OICRM, je veux dire, même si on avait une journée d'études qui était organisée, ou même on peut avoir aussi des événements artistiques à l'OICRM, c'était moins le cas par le passé, mais là, ils ont un peu de valorisation de la recherche et de la recherche-création. Mais forcément... Et de la création. Oui, et de la création, c'est ça. Genre, c'est même dans l'acronyme en plus, donc c'est clair. Donc, c'est clair que ça inclut... mais en fait, l'homme, il y a une espèce de hiérarchie à quelque part, pas pour dire que le Kermit est patron du LFO, c'est pas ça. C'est juste que le LFO, les membres du LFO font partie d'un regroupement. C'est des regroupements. Voilà. Puis souvent, nos travaux de recherche, de recherche-création, si on va les présenter à l'extérieur, par exemple, par les étudiantes et étudiants avec qui on a travaillé peuvent avoir des bourses de déplacement. L'OICRM ou du Kermit, mais c'est des activités qu'on a faites. Parce que nous, comme laboratoire, on n'a pas vraiment de budget de fonctionnement en tant que tel. Par contre, les professeurs, soit qu'on fait des demandes individuelles de recherche ou de recherche-création, ou des demandes collectives, tout dépendamment. Je veux dire, il n'y a rien qui est fermé à ce niveau-là. Puis c'est là qu'on peut justement rémunérer des étudiants et des étudiantes pour des contrats d'auxiliariat, des événements, des choses comme ça. Mais le laboratoire en tant que tel n'a pas un budget de fonctionnement annuel. C'est pas un aussi gros organisme. Comme l'OICRM, le Kermit, comme Hexagram. Chercher de l'argent ailleurs. Ils ont des directeurs, ils ont des assemblées et des... Donc, c'est juste une question de statut et de structure organisationnelle. C'est pas la même. C'est ça. Donc, il y a des collaborations, des différenciations à faire, mais ça n'empêche pas, justement, c'est ça, les regroupements. Peut-être qu'on pourrait parler d'un Venn diagram, comme avec LFO au centre. Mais ils sont pas au centre si on prend la perspective de LFO, voilà, c'est pas que le LFO... On est au centre. Et c'est que comme on pourrait avoir des cercles autour de nous qu'on pourrait collaborer avec. Mais comme, c'est ça. Oui, puis à même titre, la faculté de musique. Je veux dire, comme l'OICRM a pignon sur rue à la faculté de musique, mais c'est pas juste un organisme de la faculté de musique, on s'entend, parce que c'est un regroupement stratégique. Comme le Kermit et à McGill, mais on en fait partie aussi. La faculté de musique, le LFO, est forcément, on est tous et toutes profs de la faculté de musique, donc on en fait partie. Mais, on devrait se faire un Venn diagram pour les étudiants pour les faire comprendre où est-ce qu'on commence à... Mais le Venn diagram, c'est plus beau qu'un hierarchy table. Oui, je suis d'accord. Ah ouais, non.
Oui. Caroline donne justement un colloquium aux études supérieures sur cet écosystème. Oui, Peut-être c'est ça. Oh, Ouais, c'est vrai, oui. c'est vrai. Jeudi. Ce midi. Ce midi. Ouais. Ah, voilà. On est jeudi. Ouais. Alors, c'est ça. Puis, on a parlé du laboratoire, librairie, label, des activités, de l'écosystème, et on arrive au logiciel. J'ai vu qu'il y en avait 2 qui sont gratuits. Alors, on n'est pas obligé de prolonger, je ne sais pas à combien de temps on est, évidemment, mais c'est quand même intéressant de savoir que le LFO publie aussi 2 logiciels. Puis, quels sont-ils? En quoi ça consiste? Ils sont accessibles à tous? Oui, c'est la même idée, en fait, que la librairie, que le label. C'est d'avoir une plateforme encore de diffusion. C'est des trucs gratuits. Pour l'instant, il y en a 2. Dans les faits, il y en a plus que 2. Il va y en avoir d'autres. Puis il Encore risque La d'en série avoir gris d'autres. aussi, je me posais la question. Est-ce que Quand- la série des grilles, Spat Gris et tout ça serait dedans, par exemple? Ça, non, parce que c'est développé par un professeur qui est plus Des retraités. Qui est retraité, ouais, c'est mais ça. voilà, Donc, ok, d'accord. Puis il y a son propre laboratoire qui est Ouais, le c'est ça. laboratoire gris. Le gris est un Ouais, laboratoire c'est en ça. soi, Le le gris groupe est un de recherche laboratoire. Il y en a des immersion liens à spatiale. faire dans les faits. On peut utiliser on- aussi ceux-là, bien évidemment, mais... ça, oui. beaucoup, mais, Mais voilà. c'est un autre laboratoire. C'est ça. Oui, exact. Donc, c'est ça ce qui est là en ce moment. Je me souviens plus. C'est beaucoup Dominique Thibault qui s'occupait de ça, qui est malheureusement pas avec nous aujourd'hui puis qui aurait pu en parler davantage. Mais comme moi, j'ai mis, je peux parler de ma contribution à cette branche-là du LFO, qui est logiciel, qui est nous autres, on a fait un petit outil pour lire des partitions graphiques ou des partitions des images, finalement. Tu sais. Donc, c'est très, très simple. Après, c'est pas si simple que ça, puis ça veut pas dire que c'est pas puissant. Donc, c'est un petit plugin que tu mets dans Ableton qui te permet d'importer des images. Puis là, tu peux lire des images de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, en diagonale. Tu peux texter, tu peux envoyer du texte, comme moi avec un ensemble ici. Quand on faisait des impros, je leur textais des commandes. Fait que ça permet... On peut lire des trucs, on peut texter des commandes en même temps. On peut paramétrer avec un contrôleur. Fait que là, disons qu'on lit à l'endroit. Là, j'en dis attention, ça va aller 2 fois plus vite à l'envers. Puis là, je prends mon contrôleur, on commence à lire à l'envers. On peut faire des jokes aussi. On peut faire des jokes. Une fois, c'est l'histoire de... Et, donc, ça, c'est celui que moi j'ai publié. Celui que Dominique a publié pour l'instant, c'est une émulation d'un synthétiseur qui est le SH01, un synthétiseur classique. Je sais que Dominique en fait d'autres qu'il n'a même pas mis. Le boucla ISA, maintenant, est rendu sur... Oui, le boucla. Le boucla, il est rendu là. Bon, OK, super. Donc, il y a Ça va être sur Mosaïque aussi, un gros projet. Ben oui, ça, c'est un projet en cours. C'est sûr qu'avec les logiciels, contrairement à la librairie et le label aussi, comme c'est pas un format standardisé, un logiciel est à la merci de financement de développement parce que ça demande du temps énormément. Donc souvent, est-ce qu'on a des subventions de recherche pour le faire? Puis s'assurer qu'il soit développé. Je veux dire, moi, j'avais développé un logiciel aussi au départ pour la musique mix qui faisait de la notation automatique de l'électronique et open source et tout ça, mais faute de financement. Ouais. Puis aussi à cause des intérêts. Je veux dire, les intérêts de recherche peuvent changer. Donc, c'est une catégorie qui est là, mais je pense qu'il est peut-être un peu plus mutante, voulant dire que là, maintenant, on a un portrait des logiciels actuels qui sont développés, je dirais, mais c'est à vos risques et périls aussi dans 5 ans, dans 10 ans, parce que c'est un peu ça la nature la pérennité du open source, c'est un peu ça. Ouais. Contrairement à la librairie, au label, où est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui va rester dans le temps. Mais les logiciels, dans 10 ans, dans 15 ans, on verra bien. Mais, il faut les updater pour iOS et tout. Il faut garder un support, fait que c'est compliqué. Là. Non, vas-y. Non, ça a toujours fait partie de la culture. Oui, c'est clair. C'est Cilia qui était développé par Jean Piché, Spat Gris avec Roman Normando. Ouais. Donc, il y a comme cette culture-là qui va toujours rester. C'est juste que l'on centralise un peu sur LFO. Mais puis ça rejoint un peu ce qu'on disait de l'absence de recettes. C'est que c'est arrivé. Là, pourquoi on développe un logiciel? On développe un logiciel parce qu'il n'y en a pas qui fait exactement ce qu'on a envie de faire, donc on le crée. Pour faire de la création. Et oui. Donc, ça revient à la recherche-création aussi. Puis ça, c'est souvent l'argument peut-être le plus facile à donner à quelqu'un qui ne fait pas de recherche-création pour leur faire comprendre. Le développement technologique, c'est assez facile à comprendre. Si on a une question épistémologique ou, je ne sais pas trop, en sciences humaines, des fois, ils ne comprennent pas nécessairement la relation entre la création et la recherche. Je vais dire, regarde, pour ma création, j'ai besoin d'un outil qui n'existe pas, je le développe. Recherche-création, c'est assez facile à justifier, disons. Effectivement.
Mais Super. souvent, c'est des artistes qui poussent les frontières aussi de la technologie Oui. dans des manières surprenantes. Alors, c'est juste un autre point à amener. C'est que comme le recherche-création, c'est aussi la recherche que l'art donne aux les autres disciplines. Ouais. C'est bien parce qu'il y a des bonnes... On parle toujours des best practices en sciences, mais la recherche-création peut avoir des worst practices aussi, les pires pratiques. Ça fait du bonheur souvent, donc... Mais l'université, c'est un lieu de partage aussi pour ça. Puis comme... Super. Ben, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Ça fait déjà une bonne heure. Donc, ouais. merci à tous d'être là. On est vraiment, vraiment contents. On est super chanceux. Puis, bonne fin de journée. À la prochaine. Oui, Merci à vous. Vraiment. Ah oui, à la prochaine. Go Seco! Yes. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour annoncer les prochains rendez-vous du SECO. Donc, on a le 12 février à midi au A855 une assemblée générale. On a besoin d'un trésorier, d'un co-responsable de concert comme hier. Et C'était conférences. cool. Aussi. Et de conférences qui seront cool aussi. D'ailleurs, voilà, si vous étudiez. Le SECO est mieux organisé que le LFO. Bon, on n'a pas de trésorier, disons. Non, on cherche un trésor de trésorier. Et c'est difficile à trouver. Alors, le 23 février, on a notre appel d'œuvres pour le prochain concert, le 3e de la saison, le 2 avril, 19h30 à la salle Serge Garand. Concert de printemps pour clore cette saison. Et on a aussi une relance des Workshare, donc le 19 mars à midi au A855 aussi. Et là, en fait, c'est ça, c'est une table ronde de discussion, de projet, un peu comme on fait ici, sauf que là, vous êtes enregistrés à vie. Ici, il n'y a comme rien du tout d'enregistré, c'est juste des discussions très simples. Mais moi, je me rappelle, par exemple, c'était chouette. L'année dernière, j'avais présenté au Workshare, et puis après, on m'avait invité au podcast. Et puis après, on a fait le concert. Ouais. Puis tout le monde est heureux. Non, c'est une belle opportunité de venir partager votre travail, poser des questions à des étudiants, avoir des feedbacks sur la création qu'on est en train de faire, autre que dans des situations de C'est concert. ça. Et peu importe le style, musicologue, justement, pour essayer de comprendre les processus de création. Jazz, musique populaire et tout ça. Peu importe, tout le monde est le bienvenu. Et voilà. Et les interprètes aussi, parce que sinon, comment ils savent ce qu'on a dans la tête, hein, voilà. C'est ça. Fantastique. Merci. Merci, Jérémy. Bye. Bye.